Salut Johan. Salut. Salut, comment tu vas? Eh bah écoute, ça va très bien. Très bien. Alors, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de ton parcours, tes origines sociales, géographiques. Donc moi je viens de Rennes, surtout dans la banlieue un peu rennaise, dans une ville un peu dortoir, et dans une ville où on s'emmerde beaucoup, comme dans toutes les villes dortoirs, et dans une famille un peu, tu sais, qui se dit classe moyenne, mais qui en vrai, dès qu'il y a une merde, c'est la merde quoi, donc un peu pauvre mais classe moyenne. Et du coup, politiquement, beaucoup concentré sur Internet, avec à la belle époque de Internet en 2014-2015 je dirais. Donc tu avais trois possibilités, donc soit Chouard, soit Lepage, soit Soral. Et en fait, tu faisais les trois à ce moment-là. Donc j'ai continué un petit peu à vivoter sur Internet, j'ai été adhérent à l'UPR pendant 1 an. Et ouais. Ok, intéressant. Avec la carte trop belle, la carte en plastique là. Les autres parties ils ont des cartes en carton. Monsieur Asselineau donc. Ouais. À l'époque c'était du coup entre 2015 et 2016, juste 1 an. Mais c'est un truc un peu... Il y avait un truc qui était chouette à l'UPR, c'était... Quand tu faisais des réunions là-bas, des réunions de parti, t'avais un tour de table et du coup toi tu disais oh je suis un peu chaud à radin, puis à côté de toi t'avais un ancien communiste, puis à côté t'avais un ancien socialiste, puis un ancien du FN, puis un autre anard, puis en fait t'avais une grande diversité politique en fait, qui était assez d'accord sur un projet et tout ça. Donc j'étais un peu dans ce trip là avec l'article 50, le premier tract que j'ai distribué c'est un tract UPR, avec, bon je sais pas si on parle de ça, avec le piège de l'article 48. Ouais, vas-y, développe. Vas-y. En gros, ça c'est le truc de l'UPR, trop bien pour que ça marche. Donc, je t'accueille dans la rue et je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses de l'Union Européenne ? Donc, si t'es un peu, on va refaire les choses simples. Hein. Si t'es un peu à droite, tu vas dire oh il y a de l'immigration à cause de l'Union Européenne. Et si t'es un peu à gauche, tu vas dire oh il y a de l'évasion fiscale. Quoi que tu dises, de toute façon, tu vas critiquer. Et donc là, tu dis, eh, mais est-ce que vous savez qu'avec l'article 48 de l'Union Européenne, vous ne pouvez pas changer une ligne du traité sans que tout le monde soit d'accord. Et du coup, vous voulez que soit les Allemands, si tu es un peu à droite, soient d'accord avec vous, ou soit le Luxembourg, si tu es un peu à gauche, soit d'accord avec nous. Et du coup, en fait, ça peut pas changer ça. Du coup, tu fais l'UPR, c'est le seul parti avec l'article 50, et là, bam, le mec est convaincu, t'es dans le parti, le truc il fait 20% au présidentiel en 2017, c'est sûr quoi. Ok, en fait, t'es un peu dans le prosélytisme quoi. Ouais, t'avais une strat en fait qui était pas mal. Donc j'ai tracté une fois là-bas. Et après, on se rend compte que t'as beau avoir des trucs sur internet, des raisonnements qui marchent bien, où t'arrives à discuter avec des gens, arrives à te convaincre que t'as raison. En fait, en réalité, quand t'essaies d'amener ces trucs-là dans la rue, chez les gens, tu te rends compte que ça fait rien, et que sur internet, t'avais l'impression que l'UPR allait faire 5%, 10%, parce que tout le monde était à fond, que tous les sondages que tous les médias faisaient sur combien vont faire qui va être élu président, à chaque fois, Asselineau, il était à 10%. Et c'est juste parce que tu avais tout le monde qui partageait dans les groupes de l'UPR et que tout le monde votait là-dessus pour essayer de donner de la visibilité. Et du coup, tu croyais que le gars allait faire 10%, mais en fait, il a fait 1%. Ouais. Donc ça, c'est un peu l'effet UPR, et on va rediscuter de ça après dans les sujets qu'on va aborder. Mais j'ai quitté l'UPR du coup en 2016, et puis après, début de la loi travail, à Laval. Du coup, là, j'avais organisé des manifs. On avait fait un collectif horizontal, qui était détaché un peu des trucs de gauche, tout ça. Il y avait un peu une strate populiste, avec comme revendication la fin de la loi travail, la fin de l'état d'urgence et le référendum d'initiative populaire, qui était avant ce qu'on appelle maintenant le RIC. Et donc il y avait tout un truc un peu manif populiste de gauche, comme ça. Et après, Mélenchon, du coup j'ai eu une mélenchonite aiguë en 2016, et qui continue jusqu'à maintenant. Et donc adhésion à la France Insoumise, adhésion au PG, sachant que adhésion au parti de gauche, donc le parti de Mélenchon, sachant que adhérer au PG à Guingamp on est 2, donc il y a moi et il y a la copine qui est pas à jour, en gros. On a essayé de faire une réunion départementale à un moment, mais personne n'a répondu aux mails, du coup ça s'est pas fait. Bon, ça se fait à 2 quoi. Ouais, à 2, mais bon, on fait ça tous les soirs quoi. Bon, Super. Donc en gros voilà, c'est ça un peu avec l'idée que le parti politique c'est pas un organe de masse. On avait fait une vidéo... J'avais fait une vidéo sur le 26 mai 2018. Ouais, 26, 28. La marée populaire. Je sais pas si tu te souviens de la marée populaire. Alors, rappelle-moi. C'est un événement assez important et on va peut-être pouvoir rediscuter après par rapport au sujet qu'on va aborder aussi. C'est en gros la grosse manifestation. Le bazooka envoyé par toutes les organisations, associations et partis de gauche en disant on va faire une manif unitaire, tout le monde est là. La grande sainte union de la gauche quoi. Et tout le monde était à fond, et puis en plus il y avait un peu les échecs de la réforme des cheminots à l'époque, t'avais la fête à Macron qui avait un peu marché, t'avais le coup d'état social de l'AFI qui avait marché en décembre, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, vraiment, l'ultime attaque de la gauche, des partis de gauche institutionnels, 60 organisations, syndicats, associations, partis, à la fin t'as 250 000 personnes, si t'es optimiste, qui descendent dans la rue.
Sachant qu'à l'époque, la France Insoumise pouvait amener dans la rue 150 000 personnes à elle toute seule. Donc en gros, avec ce truc-là, on se rend compte qu'il y a un énorme détachement entre les partis et les gens. Et que c'est pas avec les partis qu'on va résoudre le problème, en tout cas immédiatement. Du coup, le seul rôle qui reste aux partis, ça va être celui de former des militants, notamment pour qu'ils donnent des billes au mouvement social. Et le truc qui est cool, du coup, c'est que le positionnement que j'aime bien, c'est le positionnement de un peu, t'es né à gauche, t'as des strates de gauche, t'as une culture de gauche, et puis t'arrives chez les Gilets jaunes, et tu t'imposes pas en mode ton étiquette, ton drapeau, ton parti, ou tout ça. Non, tu te dis, bah, je vous donne des billes pour vous organiser, faire des tracts, des trucs comme ça. Et donc ça, c'est un peu un positionnement de parti que je trouve intéressant et qui est le seul à peu près viable aujourd'hui. Usul disait aussi que ça permettait de transmettre les cultures politiques, quoi. Genre le trotskisme, tout ça, sinon ce sera perdu. Après, on peut se poser la question si le trotskisme s'est pas perdu de lui-même. Ouais, grand débat, je ne connais pas assez. Bon, faudra trouver un trotskiste qui défende ça. Mais en gros, c'est ça. Donc les partis sont détachés des gens. Et pourtant, tu as une puissante injustice sociale avec la Macronie, tu as une unification du bloc bourgeois, tu as énormément de destruction qui arrive, d'inégalités, tu as l'angoisse climatique qui frappe pas mal notre génération et compagnie. Et du coup, tu as à la fois un énorme besoin et tu n'as pas de demande, tu n'as pas de truc pour résoudre ce truc-là. Tu as de la demande, mais tu n'as pas d'offre, en gros, si on fonctionne un peu comme un économiste nul. Et du coup, c'est là où tu as des mouvements populistes qui arrivent, qui ne sont pas organisés dans tes partis, qui ne sont pas organisés dans une idéologie bien définie. C'est le mouvement des Gilets jaunes, incroyable, qui arrive du coup après la mort des partis de gauche, en tout cas en tant qu'organisation de masse. Donc ça arrive en novembre et les organisations de gauche entre guillemets sont mortes. Bon, j'exagère un peu, mais bah là du coup on peut acter le truc. Si on peut donner une date, c'est le 26-28 mai 2018. Et donc on arrive dans un moment où à la fois les idées de gauche peuvent être cool, tu vois, elles sont toujours utiles, de la socialisation, de la démocratisation, tout ça, d'essayer de faire pop politique, tout ça, c'est chouette. Mais en même temps, on est dans un truc où les partis, à part le fait qu'eux ils arrivent à se positionner dans les élections, à part ça, c'est pas eux qui vont changer les choses. Et du coup, c'est là où il y a un peu un angle populiste qui arrive, qui dit bah on n'a qu'à essayer de faire bouger les choses et de faire de la politique sans passer par les partis, sans passer par les organisations. Et ça tombe bien parce qu'on a un truc qui s'appelle Internet et qui fait que de toute façon, on peut pas cajoler une personne à une idéologie et on peut pas la convaincre juste en la protégeant des autres idéologies et les caricaturant. Parce qu'on arrive dans un lieu où, théoriquement, on va en reparler après, où tout le monde peut être exposé à des idéologies différentes. À notre époque, quand on s'est formé politiquement, t'avais Chouard, t'avais Lepage, t'avais Soral. Et du coup, avec ça, t'avais quand même 3 visions différentes. Et à l'époque, t'avais pas un trotskiste pour te murmurer qui avait raison et il fallait faire un peu son avis tout seul, quoi. Du coup, je m'inscris un peu dans cette ligne, gilet jaune, populiste. C'est le truc qui est le plus cool qui est arrivé ces derniers temps. Et après, la question de la révolution, pour l'instant, je suis sur une ligne de il faut faire partout plein de trucs pour changer un maximum de personnes. Mais à un moment donné, il va y avoir une étape dans ce long processus qui va être de gagner l'élection en 2022. Et du coup, le pseudo canard réfractaire, d'où est-ce que ça vient ? Quand j'étais petit, j'aimais bien Psycho Quack. Ok. Voilà. Et réfractaire, je sais pas, c'est un côté un peu gronchon de gilet jaune, tu vois, qui est un peu... tu vois, on râle, quoi. Ouais. Le principe, c'est de râler, donc on râle, et après, on peut faire de la politique sur le fait de râler. C'est le Gaulois de Macron, quoi. Ouais, c'est nique ta mère Macron, là. Et tu peux faire plein de trucs avec nique ta mère Macron. Ça, c'est vraiment un super élément pour faire tout. Et c'est Macron qui avait balancé ça aussi, réfractaire. Donc c'était... je pense que c'est ça. Il n'y avait pas trop de logique. C'était même pas le canard, le journal, c'était vraiment le canard ou l'animal qui était marrant. Alors selon toi, du coup, Johan, pourquoi la ligne souverainiste de gauche est éclipsée quelque part par le wokisme à l'américaine ? J'aime bien la formulation de la question. Pour moi, c'est la position que je tiens en ce moment. Donc peut-être que je changerai au fur et à mesure, mais pour moi, la position souverainiste de gauche n'est pas du tout éclipsée par la position du wokisme. Ok. Le gros exemple, et j'avais fait une vidéo sur Papacito, et j'avais dit en gros, la ligne qui fait 7 millions de voix et 20% aux élections présidentielles, c'est pas la ligne wokiste caricaturale, tu vois, c'est la ligne qui trahit pas le Venezuela, qui parle de l'impérialisme états-unien, qui parle du socialisme réel de l'économie. Et c'est une ligne profonde de souverainiste de gauche qui est assez classe et élégante, quoi. Et c'est cette ligne-là qui fait 7 millions de voix. Le wokisme, il fait 0 pointé, hein. Même au NPA, qui est très caricaturé par les droitards, quand tu t'intéresses vraiment au NPA, tu te rends compte que t'as plein de courants différents et qui sont très loin d'être aussi caricaturaux que ce qu'on appelle le wokisme et des vidéos que tu peux voir sur Psychédélique, quoi. Et
Et du coup, il n'y a pas de représentation massive du phénomène qu'on appelle le wokisme, quoi. Moi, j'ai pas de preuve comme quoi c'est quelque chose de bien, de très fort implanté. Pour moi, la position de gauche dominante aujourd'hui, et ça s'est pas fait toute seule, tu as une vraie construction, tout ça, c'est celle du souverainisme de gauche. D'accord. Alors au niveau de la vie populaire, moi je partage tout à fait cette analyse. Par contre, est-ce que t'as pas l'impression que par exemple dans le monde universitaire, il y a une certaine hégémonie de ce wokisme-là? Je pense que tu as une tendance, et on va parler de la gauchisation de la droite. Mais je pense que tu as une tendance à vouloir essayer de faire en sorte de prendre un ennemi très caricatural et de le faire passer pour hégémonique, de le faire passer pour très puissant pour justifier ta propre radicalité et pour justifier un discours qui est très facile à balancer. Si je te dis que le wokisme est hégémonique, que tous les universitaires sont à fond là-dedans, que tous les gens de gauche, notamment la France Insoumise, sont à fond là-dedans, rien qu'avec cette phrase-là, je te convainc que c'est n'importe quoi, parce que je te balance 2-3 exemples des conneries qui se passent aux États-Unis, et je te convainc comme ça. Je crois qu'il y a la formule, mais t'as pas le fond qui est derrière. Au niveau des universitaires, je ne saurais pas te dire s'il y a une vraie hégémonie là-dedans. Il y a des gens qui sont à gauche aux universités, t'as des gens qui sont probablement des bourgeois, en tout cas dans la manière de penser, et du coup, ça conclut ta tendance bourgeoise d'essayer de marchandiser un maximum et de vider de sa substance radicale toute pensée, qu'elle soit féministe, qu'elle soit antiraciste, qu'elle soit anticoloniale et tout ce que tu veux. Et du coup, ils prennent ces mouvements-là qui sont des mouvements très profonds, où il y a eu beaucoup de littérature, où il y a eu beaucoup de contestations, ils s'engueulent largement, et tu en fais quelque chose de très caricatural, de très marchandisable, et comme ça passe sur Netflix, ça passe sur machin, tout ça. Je crois que tu as deux choses qui sont vraiment à décorréler. Tu as un mouvement que je vais appeler bourgeois ici dans le sens de Bégodeau, c'est-à-dire l'idéologie de la pensée dominante, qui essaye de revaloriser une énième fois le système néolibéral en le faisant passer pour quelque chose de progressiste. Et là, tu as tout le spectacle qu'on peut critiquer facilement et qu'on voit critiquer pas mal dans les vidéos de droite. L'Oréal, et puis une manière très libérale, par exemple, de voir tous les débats sur les queers, sur les LGBT et compagnie. Et du coup, tu as cette manière-là de marchandiser, et c'est très états-unien, d'ailleurs on est très influencé par cette ligne états-unienne, malheureusement. Et à côté, tu as tout un mouvement féministe qui peut être, je prends le féminisme, on peut prendre d'autres trucs, mais on va prendre le féminisme-là, qui est radical, qui peut être révolutionnaire, qui peut être très marginal, qui peut être très développé, qui est très contradictoire, qui est très nourricier, ils disent des trucs, quoi. Ils disent plein de trucs. Et je crois qu'on a tendance à confondre les deux mouvements, qui est d'un côté du coup la bourgeoisie qui essaye de se remontrer progressiste et le féminisme radical qui peut être révolutionnaire. Mmh. Par exemple, on va prendre cet exemple-là, mais au Chili par exemple, tu as eu un mouvement qui était à la fois jeune, qui était à la fois populaire, mais qui était aussi très féministe. Je sais pas si tu as suivi un peu là-bas ce qui s'est passé. Et ce féminisme-là, il s'est conclu sur une radicalité révolutionnaire qui a abouti aujourd'hui à un processus constituant tout le bazar, quoi. Ce qui montre bien que tu as évidemment un féminisme qui est stylé à gauche et qui peut aboutir à des trucs cool. Mais on a cette tendance à vouloir essayer de généraliser ce qui se passe aux États-Unis et toutes les conneries qu'ils peuvent faire aux États-Unis un peu partout, et de ne pas donner cette culture politique qui permet de distinguer tous ces mouvements qui sont subtils à première vue mais qui sont en fait assez importants quand tu portes la question de la radicalité ou de la stratégie révolutionnaire. D'accord, mais au niveau de l'hégémonie du coup, tu penses pas que plutôt au niveau populaire en fait. Ouais. T'as pas l'impression que peut-être les jeunes qui s'intéressent pas tellement à la politique, j'ai l'impression que la posture souverainiste à gauche, elle est défendue par une majorité, c'est celle qui fait 7 millions comme tu dis, ouais. Mais on est sur une sociologie qui est quand même assez, on va dire, c'est assez âgée. J'ai l'impression que plus on est jeune, plus on va dans la jeunesse, plus wokisme il parle en fait. J'ai l'impression que si tu descends en dessous de 25 ans en fait, la plupart des jeunes qui se politisent à gauche, ils vont avoir plus ou moins des tendances à véhiculer cette pensée-là. En reprenant ce que je disais avant aussi sur le fait que je pense qu'on appelle wokisme beaucoup de choses qui sont très différentes et qu'on devrait juger différemment. Mais si on prend un peu ce postulat-là, comme ça, il y a la même chose, par exemple, on va prendre la pensée à droite là, donc valeurs actuelles et toutes ces conneries-là. Tu as cette pensée qui est très jeune aussi, qui est de dire la LGBT c'est n'importe quoi, la gauche c'est n'importe quoi, Macron il est de gauche et vive Napoléon, tu vois.
À peu près. Non, c'est à peu près. caricaturé, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est carrément ça. Ah, mais je sais plus son nom, elle a une vieille nom de bourgeoise là qui est. Soit c'est. Virginie Vautrin. Non, c'est une jeune blonde qui a fait une chaîne YouTube. Ah, Thaïs Descuffon. Peut-être. La meuf de Génération Identitaire. Ouais, c'est ça, la blonde de Génération Identitaire. Qui a fait une vidéo, mais exactement ça. C'est genre, Mandela, c'est un gros con en fait, il ment et en fait, machin, il pense pas ce qu'il dit. Quand c'est Gandhi, c'est pareil, enfin, tu comprends pas trop la critique. Et puis après, Napoléon, c'est trop stylé parce qu'il a conquis l'Europe. C'est littéralement ça, sa vidéo en 10 minutes. Et je crois que tu as une espèce d'accessibilité des idéologies qui fait que quand tu te politises, tu accèdes à la chose qui est un peu la plus caricaturale, qui est peut-être la plus affective, et qui touche peut-être plus, ou truc comme ça. Et on peut faire pareil, par exemple, sur l'écologie. Je sais pas c'est quoi votre truc là-dessus, mais on peut très facilement caricaturer aussi les positions des jeunes écolos qui essayent de changer le monde, mais sans vraiment questionner quoi que ce soit, qui disent juste faut recycler et tout ça. Et on voit que ça aussi, c'est une pensée qui est accessible, et c'est pour ça qu'elle est prise d'un seul coup par les jeunes, ou en tout cas par ceux qui se politisent pour la première fois. Et peut-être même la même réflexion avec le complotisme, qu'on peut voir plus chez les boomers, qui découvrent Internet et qui chopent ça. Et en fait, on voit que tu as un espèce de spectre de pensée politique qui est très accessible aujourd'hui, et qui sont les premières à aller dedans. Et tu penses pas que c'est justement peut-être une forme de conspirationnisme, ce wokisme-là? Peut-être que ça représente un risque d'endoctrinement, quelque part. Je pense que c'est une vraie pensée à développer aux États-Unis, tous les dealers qui vont là-dedans. Puis, je sais pas, est-ce que je veux dire, est-ce que le complotisme ça peut pas amener là-dedans? Est-ce que la gauche normale ça peut pas amener là-dedans? Est-ce que la droite normale ça peut pas amener là-dedans? Tu peux prendre n'importe quelle situation, dire il y a un grand danger là-dedans, il faut absolument agir. La question c'est pourquoi est-ce que tu t'intéresses à quelques étudiants de Paris 8 qui parlent du wokisme, quoi? Pourquoi c'est ça qui est vraiment important? C'est parce que c'est structurant politiquement pour toute une partie du spectre politique, et qui se disent putain c'est trop bien, on a enfin trouvé un exemple structurant qu'on va pouvoir utiliser pour dire combien Napoléon est cool en fait, tu vois. Mais disons qu'on pourra se rejoindre sur le fait que la culture américaine est omniprésente en France, et que souvent la France suit les États-Unis, et il y a peut-être une peur qui est légitime de la part de certaines personnes à droite, de se dire est-ce que ça va pas nous arriver dans la gueule, tout simplement. Ouais. Je sais pas si les peurs peuvent être légitimes ou pas. Grande question, mais le vrai truc, Denis Raz il parlait de ça. Si vous voulez avoir des trucs, c'est chez Casson sur Twitch qui dit des trucs intéressants sur tout ça, bien plus que tout ce que je pourrais faire, qui va rentrer dans les détails. Mais dans un dernier live chez Denis Raz, il disait un truc qui était intéressant, c'était le fait que en gros, le gros souci avec l'américanisation de la pensée LGBT et compagnie, c'est le fait qu'on ne puisse pas avoir une interprétation plutôt française et plus ancrée dans nos sociétés des thèmes LGBT, du féminisme et du racisme. Et ça, c'est peut-être le gros truc à discuter, quoi. C'est le gros problème avec la... Puis, je pense profondément qu'il y a un problème avec la bourgeoisie aussi. C'est que, puisque la bourgeoisie accepte une pensée LGBT qui est marchandisée, qui est pas du tout inquiétante pour eux, et qu'ils essayent de généraliser ça parce que pour paraître cool, et bah du coup tu as une espèce de sous-exposition de la pensée LGBT qui peut être plus ancrée en France, qui peut être plus révolutionnaire. Et moi je trouve légitime cette pensée-là, je trouve légitime l'antiracisme et tout ça, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas juste dénoncer ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi faire monter une pensée bien ancrée dans notre territoire, française, du problème des thèmes LGBT et compagnie. Et quand on aura ça, ça aura quand même bien plus de gueule. Et ça existe, c'est juste que c'est pas exposé, parce que c'est pas exposé. Zemmour pendant 2 secondes, mais elle existe déjà en fait. Cette pensée franco-française de toute cette cause-là, un peu déconstructiviste. En fait, ça vient de Derrida, ça vient de Foucault, ça vient de Sartre. C'est pour ça qu'elle a été appelée French Theory aux États-Unis. Après, il y a plein de gens qui se disent de gauche et qui sont pas vraiment de gauche, quoi. C'est vrai. Je veux dire, les États-Unis qui reprennent Foucault, il faut vraiment avoir du temps et du travail pour que ça soit quelque chose de fiable, tu vois. Donc évidemment, parce que je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça m'étonnerait qu'il y ait ça, et encore une fois, il faut aller voir des gens qui sont plus intelligents que moi sur ce sujet-là. Mais je pense que la tech qu'il faut avoir, c'est mettre en avant, critiquer l'hégémonie états-unienne, mais mettre en avant aussi ces pensées-là, LGBT et compagnie. La grande erreur, je balance ça juste pour le délire, mais la grande erreur de la droite quand ils critiquent le wokisme, c'est le fait de faire une condamnation aussi de tous les combats LGBT, antiracistes et compagnie. Le vrai truc qui a du sens, c'est de critiquer les États-Unis, parce qu'il faut de base critiquer les États-Unis de toute façon, mais surtout amener quelque chose de réel, d'ancré, qui a du sens, et qui aboutit à un combat politique qui est stylé. Une des grandes critiques aussi
Il y a un effet Twitter, ce que j'appelle un effet Twitter. J'avais fait une vidéo là-dessus, que je trouve importante. C'est qu'en gros, on se met sur des réseaux où il n'y a que des militants, grossièrement, et ou des gens qui regardent du foot. Mais les deux se côtoient pas, et chacun sont dans leur bulle de l'informatique. Et du coup, tu vas avoir des droitards qui vont arriver pour provoquer des gauchistes, et les gauchistes qui vont critiquer les droitards, et en fait, ils vont se construire mutuellement comme ça. Et il va y avoir un effet que j'appelle un peu de solidarisation, solidarité, avec des mouvements comme Evergreen, par exemple. Là, c'est la fameuse université. Qui est parti en couille, qui a fait n'importe quoi. Et en France, t'as un type qui s'appelle Sanglier Sympa, qui a fait le taf. Qui a fait cette vidéo en disant... Et puis surtout, il n'y a rien qui ne soit pas sourcé. Il est revenu sur 3-4 trucs. Tu as évidemment des biais, il revient là-dessus aussi, il est très disponible là-dessus, mais il revient sur des formules qui sont un peu nulles, sur la dictature, la bien-pensance, tout ça, il dit que c'est un peu de la merde de dire ça. Mais en gros, c'est un document un peu de référence. Et du coup, tu vas avoir énormément de personnes qu'on va appeler gauchistes ici, qui vont se dire, ok, la droite critique ça, donc je me mets en solidarité par rapport à ça. Ce qui est, je trouve, une erreur politique immense. Quoi. Réflexion par association, c'est... Ouais, et puis solidarité parce qu'il faut être contre la droite et machin, alors qu'il y a une vraie critique pour récupérer la gauche à faire sur Evergreen. Et moi, je trouve pas ça scandaleux de dire Evergreen fait de la merde, et du coup, bah, vive le féminisme, le LGBT et l'antiracisme qui est de la gueule, quoi. C'est un bel exemple de ce qu'il faut pas faire, mais c'est pas pour autant que je légitime la droite qui parle de Napoléon, quoi. Et il y a cet effet de Twitter de solidarité qui me semble assez néfaste, et surtout une espèce de se contenter de livrer une bataille qui, moi, me paraît assez restreinte. C'est-à-dire que, je vais caricaturer un peu, il y a des contre-arguments qu'on peut balancer en vrai, mais t'as 150 000 personnes à gauche qui regardent des vidéos. Qui regardent des vidéos du Canard, de Sémile, de Usul principalement, tu vois. Et t'as 150 000 personnes qui regardent des vidéos de mecs qui se branlent sur Napoléon. Grosso merdo. Et du coup, ça va être des gens qui vont se dire le gros danger, c'est soit la droite avec Napoléon, soit la gauche d'Usul. Et du coup, ils vont que se concentrer là-dessus, mais ça a oublié les 66 millions de personnes qui ne regardent ni des vidéos de Napoléon, ni des vidéos d'Usul. Et je crois que tu as une espèce d'erreur politique qui consiste à dire on ne va parler qu'à des militants qui nous stimulent un peu, des militants qui nous rendent l'appareil, des militants qui nous permettent un peu d'exister. Parce que c'est un peu... Je relis ça à ça. C'est quand tu fais J'ai fait beaucoup de tractage pour Mélenchon en 2016-2017. Et en fait... La bonne époque. Maintenant on a perdu. Ça va être l'année prochaine la belle époque. Si, ça va le faire. Peut-être qu'on en parlera. Mais en gros, quand tu arrives à tracter comme ça et que tu as un militant un peu qui te dit je vais arrêter d'aller sur internet et je vais aller sur le marché, en fait tu te rends compte que la majorité des personnes, ils ne comprennent pas ce que tu dis quand tu balances ton discours de gauchiste. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas attachés à ça. Et donc, t'as une espèce de frustration qui vient parce que le gars il comprend pas, donc il te renvoie un peu chier, donc toi tu le renvoies chier, et puis c'est le 10e en fait que tu te tapes en 15 minutes, et que le seul mec qui t'a parlé c'est le vieux qui a pas osé te dire ta gueule, quoi, en gros. Et du coup, t'as une espèce de frustration militante de pas réussir à toucher les gens, et du coup, je pense que t'as un effet comme ça de puisque les gens normaux ils me répondent pas au stimulus que j'envoie, et je vais aller vers ceux qui répondent. Et ceux qui répondent, c'est les droitards qui parlent de Napoléon. Et je crois qu'en se concentrant sur une polarisation comme ça de la gauche Twitter et la droite Twitter, on oublie ce qui devrait être le centre du débat, ce qui devrait être le centre de nos préoccupations, qui devrait être l'axe de notre stratégie révolutionnaire. La souveraineté. Les gens. Les souverainetés, mais les gens surtout. Les gens. Pas les gauchistes qui regardent Usul et pas les droitards qui regardent Napoléon. Les vrais gens de la vie normale. Et le côté en plus, c'est un peu des... Je pense que les vidéastes, ils sont assez coupables de ça, parce qu'ils donnent de la légitimité à cette voix-là, en faisant des réponses, des réacts, des trucs, des machins. C'est la dynamique du clash. Ouais, c'est la dynamique du clash qu'on trouve, et c'est ce truc-là qu'on trouve sur Twitter aussi, et à mon avis, ça pousse du coup à se solidariser sur des pensées nulles, et du coup avoir une espèce de détérioration de la pensée de gauche et la détérioration de cette pensée de droite, les deux ensemble, et... Donc on se rend mutuellement plus con, et vu que l'autre en face est de plus en plus con, c'est pas moi qui vais me rehausser par rapport à ça. Parce que je parle de la vidéo de Papacito, en citant sans le citer Nietzsche, il disait il te faut un adversaire qui soit pas méprisant. Tu dois pas mépriser ton adversaire, sinon tu finis comme lui, quoi. Avant que sans péril, on trouve son gloire. Ouais, ça a l'air stylé, cette citation. Mais du coup, faisons en sorte d'avoir un adversaire qui est de la gueule, qui est valeureux, et un adversaire qui a un peu raison, quoi. Un adversaire qui te dit, là tu dis un peu de la merde, et toi tu lui réponds sans vraiment y croire, parce qu'il faut bien répondre, parce que t'es dans clash politique, mais tu sais que
Et c'est cette situation-là qu'il faut aller chercher, cette position d'inconfort, de remise en cause, de machin. Et c'est pas ça qu'on va chez Twitter. C'est ce qui est excitant quelque part. Bah en fait, on choisit ce qui est excitant affectivement, alors qu'on devrait choisir ce qui est excitant intellectuellement. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce aussi de détérioration de la pensée. Quand tu regardes les trucs de valeur actuelle, je fais partie de ces gauchistes qui ont du respect pour la pensée de droite, mais quand tu regardes ça, tu te dis putain, c'est ça qui marche, quoi. C'est ça qui structure la droite maintenant, quoi. C'est ces discours-là. Bah, disons que... Merde, putain, quoi. La droite a une meilleure histoire que ces conneries-là, quoi. Bah, c'est sûr que moi, personnellement, pour moi, la droite, c'est De Gaulle. C'est pas... Ouais, voilà, évident. C'est pas valeur actuelle. Mais il est vrai que ils permettent quand même de... Je pense que Papacito utilise souvent cette analogie-là. Enfin, c'est pas une analogie, mais il explique qu'en fait, ils servent... c'est des conducteurs. En fait. Ouais. Qui servent à rameuter des gens pour ensuite aller voir des gens peut-être un petit peu plus intellectuels. Mais du coup, là, peut-être définir un petit peu, je sais pas si on va faire une définition exhaustive parce que je travaille sur la question, mais la question du populisme, à mon avis, là, il y a un clivage important, c'est de constater le spectacle militant de la gauche et de la droite qui se foutent sur la gueule. Et l'approche populiste, c'est pas de dire on va aller par-dessus ces clivages, on va pas faire une synthèse de macroniste à la con, on va se dire on va parler à tous ces gens qui se foutent de ces sujets-là. On va parler au peuple, et pas aux militants qui s'excitent. Et ça me paraît politiquement intéressant, surtout qu'il va arriver 2022, donc ça veut dire que ça va être le seul moment où toute la France tout d'un coup va parler de politique. La télé va faire absolument n'importe quoi parce qu'ils sont au fond du gouffre, la Macronie va faire n'importe quoi parce qu'ils sont au fond du gouffre, ça va être vraiment... Au niveau médiatique, là, il va se passer, ça va être... Mélenchon disait que ça va être un égout, mais ça va être dégueulasse, quoi. Tu penses qu'il y aura du monde derrière Macron ? Bon, il y aura la bourgeoisie derrière Macron. Donc tu penses que, mettons qu'il y ait demain le droit de faire des meetings, ouais. Tu penses que ça va crier Manu, quoi ? Bah, il n'y a jamais eu de meeting de Macron. Ouais, en 2017, il y en a eu un peu. C'est notre projet. En vrai, il y a eu 3, mais ouais, mais c'est... Il n'y a pas eu de grands meetings. Tu vois, bon, je vais pas faire mon mélenchoniste à 2 balles, mais Macron, il a pas réuni 150 000 personnes sur le port de Marseille, quoi. Il n'y a pas eu de vraie organisation de parti qui a géré les trucs, qui a produit de la pensée. C'était surtout un discours de marketeur qui a séduit la bourgeoisie. C'était surtout une campagne pour la bourgeoisie. C'est vrai qu'on a l'exemple de Lapierre qui était parti interviewer en 2017 les électeurs de Macron. C'était assez affligeant. Ouais, avec le biais de Lapierre à l'époque. Hein. Ouais, avec le gros billet de Lapierre à l'époque, mais il se soigne. Non, mais c'était sa stratégie politique électorale, bon voilà. Mais il va y avoir en 2022 la présidentielle, ça va être un égout médiatique politique dégueulasse, il va rien avoir de pertinent qui va arriver à la télé, peut-être 2-3 interventions de bonhomme, mais c'est tout. Et du coup, on anticipe ce mouvement de gens qui sont à la fois intéressés par la politique et qui sentent la nécessité, au vu de toutes les injustices qu'il y a partout, de glisser vers Internet et d'avoir du coup, de rendre accessible, et notre rôle à nous, ça va être de rendre accessible des vidéos pour ces gens-là. Et quand tu regardes les troufions qui balancent du Napoléon, ça, mais c'est hors sol à 3000%. Et quand tu regardes des vidéos de gauchistes qui parlent de la commune, je pense que c'est hors sol de la même façon à 3000%. Et qu'il faut trouver du coup une façon de faire vraiment militante, vraiment stratégique on essaie de faire avancer nos idées avec un package que j'appelle populiste, c'est-à-dire quelque chose de compréhensible par rapport à l'état actuel de notre société, où les partis n'ont pas d'influence, où la gauche, ça n'existe plus vraiment, tout ça. Et c'est là où il y a une vraie bataille politique à mener. Et c'est pas une bataille où tu vas te dire je vais m'exciter vachement, c'est une bataille où on va essayer de faire la révolution. Mais c'est ça l'objectif. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ces prochains mois, c'est de trouver une ligne intéressante là-dessus. Est-ce que tu aurais un avis sur la probable candidature de Zemmour au présidentiel ? Je suis pas sûr qu'elle soit si probable que ça. Non mais il va se présenter, Zemmour ? Apparemment. Non mais c'est sûr, il va... J'annonce, je coule, il va se présenter, c'est ce qui est évident. Est-ce qu'il est pas en train de prendre la température simplement ? Ouais, enfin, il a quand même son association qui est en parti politique, il y a des gens qui sont derrière lui. Puis t'as tous les médias qui, d'un seul coup, comme par hasard, t'as un type, enfin en plus Zemmour quoi, t'as un type qui apparaît comme ça qui dit ouais, je vais faire ma candidature. Tous les médias, ils sont là en mode Zemmour, le grand danger avec des affiches, Zemmour qui fait peur, tout ça. Je pense qu'ils vont essayer de faire avec Zemmour ce qu'ils ont fait pendant des années et des années avec le Front National, c'est-à-dire de le faire le grand méchant, pour essayer de montrer que la bourgeoisie est super stylée. Et j'ai l'impression qu'ils essaient d'en faire le Trump français. Ouais, c'est ça. Et ils ont... Parce que
il y a eu 2 changements énormes en France ces dernières années. Tu as eu Macron qui a unifié le parti bourgeois, qui l'a solidifié, et surtout avec les Gilets jaunes et compagnie, là, du coup, il y a eu le besoin que les fausses divergences sur la société, sur la sécurité, sur machin, tout ça, on s'en fout, en fait, c'est matraquage des Gilets jaunes et on se concentre là-dessus. Donc tu as une concentration de la bourgeoisie, machin, dans un point. Et tu as surtout eu Trump. Trump, c'était le Le Pen des États-Unis, c'était le grand méchant, et toute la bourgeoisie cool qui est dans les médias, ils ont dit quel point c'était un gros con, tel point ses cheveux ils étaient moches, tel point lui il était quand même bizarre, puis en plus c'est un milliardaire, en plus c'est des critiques de merde, hein, forcément c'est à la télé. Mais du coup, le grand méchant est devenu président de la plus grande puissance mondiale. Et ils se sont aperçus que finalement, ça va quoi. Il y avait moins de guerre au Moyen-Orient. Non mais ça va. Trump, ça va, il laisse la bourgeoisie en place, il laisse le marché en place, il laisse les milliardaires continuer à avoir des milliards. Et finalement, ça offre une possibilité au Parti démocrate de se resolidifier et de se représenter comme quelque chose de cool et de progrès. On rebalance. L'alternance continue. Ouais, ça, on va passer d'Obama à Trump, à Biden, puis à Trump 2. Et en fait, c'est la bourgeoisie, ce que Bégodeau appelle la bourgeoisie cool et la bourgeoisie hard, qui mettent en scène une rivalité politique qui n'existe pas et qui se concentre uniquement sur des sujets sociétaux. Et c'est ça, la grande nuance entre Biden et Trump, c'est les sujets sociétaux, c'est là où ils se bagarrent. Et c'est là où Macron bagarre Le Pen. Alors que factuellement, ils font exactement la même politique, y compris sur les sujets sociétaux. C'est là où c'est rigolo et toute la grande hypocrisie de la bourgeoisie. C'est l'art de la politique politicienne. Ouais, c'est la mise en scène, et c'est facile de faire une mise en scène aussi grossière quand tu détiens l'intégralité des médias. Et quand tous les médias sont de la bourgeoisie. Donc, à mon avis, ils vont faire de Zemmour le nouveau grand méchant, ils vont faire en sorte que Le Pen puisse quand même passer peut-être au cas où, on ne sait jamais si Mélenchon arrive au second tour, et du coup ils ont deux partis comme ça, je pense, Front National et En Marche, qui vont essayer de... C'est soit l'un soit l'autre qui va gagner pour eux, et que si c'est l'un ou l'autre, c'est pas très grave, fondamentalement, surtout que Le Pen ne va pas réussir à gouverner sur la bourgeoisie. Et du coup la grande question, à mon avis, je dirais pas comme ça sur ma chaîne parce que c'est le média tout ça, mais combien va faire Mélenchon, et est-ce qu'il ne va pas y avoir une poussée populiste et populaire, comme il y a eu en 2017, mais encore plus fort, qui va permettre de renverser tout ce spectacle connerie de médias, et savoir que vaut le peuple français quand il y a une grande décision à prendre. Ça va être excitant. Ok. Donc on parlait de Trump il y a quelques instants. Est-ce que tu penses que les États-Unis représentent une menace à la souveraineté française? Et si oui, en quoi? Putain merde, j'ai envie de citer Mitterrand, mais j'ai pas envie de citer Mitterrand. Après il est d'extrême droite, c'est pour ça? Non, parce que dans son testament politique, il disait que c'est Asselineau qui balançait toujours ça au début de ses conférences, qui disait qu'il y avait une guerre invisible mais permanente contre les États-Unis. Et je crois que, tu vois, par exemple, on remarque pas trop la guerre quand on est... je vais être grossier, un peu boomer quand je vais parler là, mais je me réserve le droit de faire des formules nulles. On remarque pas trop la guerre quand on est sous occupation et quand on est né là-dedans. Et je crois que la paix relative de l'Europe vis-à-vis des États-Unis n'est due qu'au consensus de nos dirigeants d'imposer le libéralisme et de vendre le pays aux États-Unis. Et dès le moment où on va vouloir opposer une résistance, il va se passer des choses, et c'est pas trop dur de prévoir parce qu'on a une expérimentation de ça. C'est ce qui s'est passé en Amérique latine, c'est ce qui s'est passé avec Cuba, avec Venezuela, avec la Bolivie, avec le Mexique d'une certaine façon, même s'ils ont une strate qui sera sans doute la strate française pour plus tard. C'est ce qui est en train de se passer au Pérou. C'est-à-dire que dès le moment où tu mets en place les outils constitutionnels pour véritablement que ce soit la masse qui dirige, et les armes économiques pour déprivatiser la société, pour socialiser la société, notamment quand ça concerne du pétrole. Le grand dame du Venezuela, c'est pas tant qu'il soit socialiste, c'est qu'il soit socialiste alors qu'ils ont la première réserve de pétrole au monde. Et bien là, il va y arriver des trucs qu'on appelle par exemple des sanctions. Les sanctions, c'est mignon les sanctions. Hein. C'est joli. On a l'impression qu'il y a un juge qui a décidé, on va mettre des sanctions parce qu'ils sont méchants. Dont on peut retrouver la liste sur la page Facebook de Romain Migus. Romain Migus, Victor Dedage, c'est deux personnages très importants pour suivre ces trucs-là. Et on va finir sur la gauche latino-américaine, tu me feras penser. Et donc en gros, ce qu'on appelle les sanctions. On a l'impression que les médias ils disent ça parce qu'on a l'impression que les sanctions, on sanctionne un enfant qui a fait des bêtises, quoi. On sanctionne quelqu'un qui a pas respecté la loi. La seule chose que le Venezuela n'a pas respecté, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois états-uniennes,
qu'il faut répéter partout où on voit, c'est en gros les États-Unis qui ont décidé de manière unilatérale que tous les pays du monde devaient suivre les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Le shérif. C'est la définition de l'impérialisme en fait. Et donc en gros, ils imposent des sanctions. En plus, ces sanctions, donc en gros, ils gèlent les avoirs, ils empêchent le commerce, ils font en sorte d'imposer un blocus, ils tentent de faire un blocus. Ça a été vraiment mis en place avec Cuba. En gros, si tu veux, on ne peut pas à la fois commercer avec Cuba et les États-Unis, grosso merdo. Et on a fait une vidéo avec Victor Dedache qui dure 5 heures là-dessus, si vous voulez, mais je fais la courte. Donc en gros, si tu es une grosse entreprise, tu ne peux pas à la fois commercer avec les États-Unis et Cuba. Et qui va choisir Cuba avec 11 millions d'habitants et pas les États-Unis avec 250 millions? Quel pays, surtout en Amérique... Un meilleur PIB aussi. Ouais, meilleur PIB avec des mecs qui achètent plein de trucs de merde. Et puis même en Amérique latine, où tu as énormément d'économies qui sont en réalité des économies un peu coloniales, c'est-à-dire qu'il y était énormément sur l'exportation. Cuba, c'était que ça, ils vendaient que du sucre, quoi. Venezuela, ils n'avaient aucune manière de raffiner le pétrole qu'ils avaient. Incroyable, qu'en fait, ils envoyaient tout aux États-Unis qui raffinaient. Et du coup, tous les pays d'Amérique latine sont économiquement dépendants des États-Unis, et en même temps, les États-Unis interdisent de commercer avec Cuba, avec Venezuela et tous ces trucs-là. Donc, à mon avis, c'est pas très dur de prévoir. Après, tu as tout un jeu de soft power américain, de comment ils ont infiltré les institutions. Là-dessus, je serais pas le plus pertinent, mais tu as tout un jeu comme ça. La bourgeoisie, elle ne défend pas de manière innocente et de manière hasardeuse les intérêts états-uniens. Un vrai travail de fond idéologique, de réseautage, de complot qui se fait là-bas. Donc si à un moment donné, on arrive avec une position de rupture en disant nique sa mère les banques privées, nique sa mère les grosses entreprises, on va essayer de nationaliser des trucs, on va plus se laisser faire, on va commercer avec Cuba, Venezuela et compagnie, il va y avoir des sanctions états-uniennes qui vont tomber. Et là, on va rentrer dans une phase qui va pas être une phase où on va pouvoir choisir de manière très conceptuelle, de manière très intellectuelle, de manière très gauchiste, comme on pourrait dire, de comment est-ce qu'on va organiser la révolution. Non, on va avoir en face de nous un ennemi politique fort, un ennemi économique fort, il va falloir s'organiser par rapport à ça et essayer de faire ce qu'on peut, quoi. C'est ce qui s'est passé à Cuba. À Cuba, ils sont pas dit, on va faire le socialisme léniniste d'après le livre, machin truc, non. On fait ce qu'on peut avec un ennemi qui se trouve à 150 km de chez nous. Et ils ont fait un truc qu'il faut critiquer, mais qui a le mérite d'avoir résisté à 60 ans de coups d'État, de traitements médiatiques dégueulasses, de tout ce que tu veux, de blocus. Un blocus, c'est vénère. Hein. Les mecs, ils sont sous blocus. Un blocus. La différence précise. Voilà. Victor Dedache. Incroyable. Si tu connais pas Victor Dedache, va voir Victor Dedache, on a fait des interviews avec lui. En gros, un embargo, c'est... par exemple, si j'étais président de la République, moi je ferais, par exemple, un embargo contre l'Arabie Saoudite, par exemple. Que je trouverais totalement légitime de faire ça. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, par rapport à comment ils financent des trucs dégueulasses. Enfin bref, tu vois. En gros, on dit que je ne veux plus commercer avec toi, je ne veux plus avoir de rapport politique avec toi, ou trucs comme ça. Bon, j'ai pris l'exemple de la... Enfin bref, c'était pour l'exemple. Ça me paraît légitime de dire que les États-Unis ne veulent pas commercer avec Cuba. Donc ça, un embargo, ok. Un blocus, c'est différent. Un blocus, c'est... je ne veux pas que Cuba commerce avec moi, je ne veux pas commercer avec Cuba, mais je veux que personne dans le monde ne commerce avec Cuba. Alors, ça, moi, je prenais le terme embargo en tant que blocus, ouais. Mais c'est pas cette distinction. Puis t'as même une présence militaire, possiblement. À Guantanamo. Ouais. Et là où Victor Dedache il va encore aller dans la précision, c'est que c'est pas un blocus qui a réussi encore. Parce que t'as le Venezuela qui tire des câbles, parce que t'as quelques pays comme l'Iran, tout ça, qui commercent avec eux. Et du coup, c'est une tentative de blocus. C'est la plus longue tentative de blocus depuis 60 ans dans un pays du tiers-monde qui avait une économie coloniale. C'est la pire combinaison du monde, quoi. Et pourtant, ils sont aujourd'hui avec quasiment l'indice de développement humain le plus développé en Amérique latine. Ils ont un système de santé qui est beaucoup, beaucoup plus performant que nous. Ils ont un système éducatif qui est stylé, machin. Ça montre que la pensée socialiste, elle peut quand même aboutir à des trucs. Quoi. Après, c'est vrai qu'ils ont un bon système éducatif. Il y a pas mal de professeurs assez éminents à Cuba. Mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, quoi. Donc le système a ses limites, quoi. Après, moi je tiendrai pas un débat sur Cuba. Donc on va réussir, donc en gros c'est le choix est assez simple, c'est soit on suit la pensée états-unienne, donc on libéralise notre économie pour se faire bouffer par les plus gros, en gros, parce que les économies essayent d'exporter le libéralisme qu'ils refusent chez eux,
que ce soit Trump ou Biden, ils veulent pas de libéralisme, ils mettent des taxes aux frontières, ils gèrent leur économie comme ils veulent, parce qu'ils savent que la force c'est l'économie, et c'est pour ça qu'ils détruisent l'économie en France, c'est impérial quoi. Et du coup, si on entre dans une phase de rupture par rapport à ça, il va y avoir une guerre économique qui va être, peut-être pas déclarée au début, mais qui va être réelle en tout cas, avec les États-Unis, et il va falloir gérer les affaires comme on peut. C'est pour ça que Dédale, je trouve qu'il est pertinent quand il dit ça, c'est que tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on essaie de conceptualiser sur le programme et tout ça, c'est important. Mais il faut aussi se rendre compte que tout ne va pas pouvoir être fait, non pas parce que nos dirigeants sont corrompus et qu'en fait ils vont juste s'embourgeoiser tout ça, non, c'est parce que les États-Unis vont nous imposer des règles qui font que peut-être qu'il va falloir réduire tout ce qu'on va importer des États-Unis et qu'il y a vachement de gens qu'on pensait être des copains qui vont en fait se retrouver et nous critiquer, que tu vas avoir tout un système médiatique qui va critiquer le pouvoir en place et que là il va falloir être solide quoi. Il va falloir être cubain pour soutenir un gouvernement de rupture comme ça. Donc c'est pour ça la pensée latino-américaine dans la réalité économique et la réalité impériale aujourd'hui permet de penser le fait que en réalité on est dans une guerre ouverte et que c'est ça qu'il faut organiser. Et ça permet un peu de centraliser le débat, je trouve, sur ces questions-là. Et ça permet aussi de parler de la gauche souveraine, de la gauche souverainiste. C'est pour ça que Assange c'est important, c'est pour ça que Cuba c'est important, parce que ça met sur la table la gauche souverainiste, qui n'est pas en contradiction avec toutes les thématiques LGBTQ, antiracisme, anticolonial. Tout ça, ça peut s'additionner. Mais ça met sur la table quand même le souverainisme de gauche. Qu'est-ce que tu penses du parallèle entre le Venezuela des années 80 et la France d'aujourd'hui? Tu veux dire la réaction populaire? Ouais. Qu'il va y avoir une libéralisation et un impérialisme fort? Après, il n'est pas de moi ce parallèle, il est de Romain Migus. C'est Romain Migus, ouais. C'est ça. Romain Migus, c'est indispensable. Faut bouffer Romain Migus. Il faut tous cotiser, il faut qu'on fasse une cagnotte pour qu'il s'achète une caméra et un micro, qu'il devient un vrai youtubeur. Il a quoi? Il a 2000 abonnés, je crois. Ouais, il a 2000 abonnés. Il en faut plus. Il en faut plus, il faut qu'il fasse des meilleures vidéos et indispensable Romain Migus. C'est le meilleur. Je réfléchis à comment je pourrais apprendre le truc. Juste peut-être sur l'impérialisme, tu peux peut-être rajouter ça à un moment ou à un autre, c'est que on n'entend pas parler de ça dans les informations évidemment, c'est par exemple les États-Unis qui refusent et qui envoient des bateaux pour empêcher le Venezuela de commercer avec l'Iran par exemple, qui est un autre pays sous embargo. En gros tu as 3 pays sous embargo, 4 pays, tu as Venezuela, Cuba, l'Iran et la bande de Gaza, la Cisjordanie je crois pas, la bande de Gaza en tout cas, et du coup les États-Unis vont jusqu'à interdire 2 pays sous blocus de commercer entre eux. C'est totalement illégal de faire ça, mais ils le font quand même. Et pourquoi est-ce qu'il faut que le Venezuela commerce avec l'Iran? C'est parce qu'il n'y a pas de raffinerie en Iran, au Venezuela, et que du coup ils sont obligés d'envoyer le pétrole brut jusqu'en Iran pour le traiter. N'importe quoi. Mais ce qui est bon signe aussi, c'est que si un jour nous on fait une rupture avec les États-Unis, on a quand même la première réserve de pétrole au monde avec nous, quoi. Ouais. Après il faut qu'on ait des raffineries, enfin bref, je dis ça dans le sens où en fait on n'est pas dans une situation, et ça aussi je pense qu'il y a cet affect-là, dans ce qu'on appelle dans cette interview le gauchisme, c'est le côté, l'ennemi il est tellement fort, et qu'on est tellement désespéré qu'on n'a rien, on n'a pas de victoire, ça c'est un peu l'effet Mediapart que j'appellerais, c'est le côté, il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des scandales, il n'y a que des trucs incroyables, et en fait on a l'impression qu'on perd dans tous les tableaux. Or, on perd pas dans tous les tableaux, et deuxièmement, il y a plein de pays qui sont prêts à commercer, et il y a des amis diplomatiques, sinon on fait la rupture. Et ce qui est fait en Amérique latine, c'est beaucoup plus abouti de tout ce qui a été fait aujourd'hui en Europe. L'Amérique latine est beaucoup plus intéressant politiquement que l'Europe, et il faut qu'on prenne des leçons de ce qui se passe là-bas. D'accord, rien que sur le système électoral. Rien que sur le système électoral, et c'est ça qui est... Le grand rapport du parti de gauche et de Mélenchon, ça a été de réimporter cette pensée constituante, populaire d'Amérique latine pour le mettre en France. Parce que si on n'avait pas eu ça va être compliqué quand même en France. Et du coup, il y a vraiment un apprentissage à faire là-dedans, et c'est là où il faut aller, quoi. Plus que sur d'autres sujets, je pense. C'est important. Et notamment pour la pensée, encore une fois, mais je réinsiste, il y a beaucoup qui font... Ah, je voulais parler de ça. Sur les droitards. Les droitards qui... En gros, j'ai fait la vidéo avec Papacito et je dis en gros, Mélenchon, 7 millions de voix, c'est la ligne souverainiste. Et les mecs ils disent, oui mais ça c'est Mélenchon en 2017, machin, comme s'ils connaissaient bien Mélenchon. Bon déjà, première victoire, ils étaient mélenchonnais en 2017, c'est quand même pas mal pour des napoléoniens. Mais surtout ce qui est important là-dedans, c'est que je pense qu'ils font faussement croire qu'ils sont de la gauche souveraine, alors qu'ils sont juste des identitaires de droite. Et que du coup tu as une espèce de pensée d'essayer de valoriser stratégiquement la gauche souverainiste pour essayer de faire comme un ennemi commun sur le mouvement
peu woke, comme tu dis, tout ça. Et je pense qu'il y a une grosse hypocrisie là-dedans, qu'il faut dénoncer, et surtout sur le réel rapport de force qui a un autre avantage, je pense. En tout cas. Je crois qu'il y a une espèce de... Alors, c'est peut-être un peu plus subtil à gauche, parce qu'à gauche, la pensée, elle est plus mature, elle est plus développée. Et à droite, c'est très caricatural. C'est le côté de ne surtout pas s'intéresser à l'adversaire politique qu'on veut avoir, parce qu'on a 1000 fois intérêt à ce qu'il soit très caricatural. Et c'est pour ça qu'ils donnent des... Et c'est assez répandu, peut-être un peu au-delà, c'est... Parce que les médias balancent ça aussi, hein. D'abord, il y a une drôle de corrélation entre la pensée de droite, Papacito, et les médias de la bourgeoisie, etc. Dommage, quand même. Mais surtout, enfin, je veux dire, c'est symptomatique de quelque chose qui est de la bourgeoisie de droite qui essaie de casser le souverainisme de gauche. Donc je pense que la gauche est un peu plus évoluée que la droite. Elle découvre Internet un petit peu. Ils font en sorte d'avoir une position très caricaturale par rapport à l'adversaire pour pouvoir les délégitimer juste pour un tweet, alors que la réalité est bien plus complexe. La réalité de Mélenchon est 1000 fois plus complexe que Papacito le montre. Papacito, je montre cet exemple dans cette vidéo parce que... C'est une caricature lui-même en fait, par Papacito. Donc c'est pas oui. si étonnant que ça en fait. Bah, politiquement, c'est chiant quand même. Est-ce que c'est un politicien ? Si tu veux, Papacito, quand il parle de Mélenchon, il veut absolument faire en sorte que le leader de la gauche aujourd'hui soit attaché idéologiquement à toutes les caricatures qu'il fait sur les anticoloniaux, les féministes, les trucs comme ça. Il a besoin de faire cette association-là, alors qu'en réalité, quand tu connais le bonhomme, le programme, l'idée qu'il y a derrière, tu sais que c'est terriblement faux, quoi. Et du coup, ils essayent un peu de manière, je pense, naïve, de se dire, bah oui c'est vrai, il y a une ancienne gauche qui est bien, c'est l'ancien PCF qui critiquait un peu l'immigration, qui était un peu comme ça, lutte des classes. Bon, viriliste. Ouais, qui était un peu... marché, quelque chose de très viriliste. Ouais. Mais Mélenchon, je me souviens de moments assez virilistes de Mélenchon aussi. Hein. D'ailleurs très bon dans la rhétorique. Très bon dans la rhétorique, mais... Deux tribuns. Il fait pas ça il fait pas ça à la télé, il fait pas ça dans les grands discours. Moi je l'ai vu de manière très cool, viriliste, sur des sujets, par exemple sur les États-Unis. Mais aux amphis, quand il est avec des militants insoumis. Ah, il y avait du monde. Hein. Non, mais là, il y va, il retrousse les vestes, il y va avec les pecs, il te balance des discours, mais puissants, quoi. Mais 1000 fois plus puissants que tous les délires de Papacito. Des vrais trucs de radicalité, quoi. Et du coup, bref, ce que je dis, c'est qu'il y a toujours cette volonté de caricaturer l'adversaire, parce qu'il y a un besoin politique de ça, pour se légitimer une pensée nulle, littéralement nulle. Et que du coup, ils essayent d'associer ça. Et du coup, naïvement, ils essayent de faire en sorte de lever la gauche souverainiste comme si elle n'existait plus, comme si c'était un truc, une manière de contre-attaquer les gauchistes un peu nuls. Et du coup, tu penses quoi de Donfray ? Je pense pas grand-chose de Donfray, j'ai jamais vraiment écouté. Il a quelques trucs sur Nietzsche, mais pas grand-chose. Parce qu'il est un peu là-dedans, en fait, dans le... Je ramène la gauche souverainiste... genre sur le devant de la scène, quoi. Il essaie un peu de faire le porte-drapeau, quoi. Ouais. Je suis pas... Pas convaincu ? Non, je suis pas convaincu parce que je suis pas... Bah après, disons que j'ai des a priori qui font que j'aime pas Onfray, ouais. Mais que factuellement, je le connais pas assez pour faire une vraie critique sur Onfray. Donc du coup, ouais. Mais à mon avis... Ouais, je sais pas, non, je vais pas parler d'Onfray. Après, il y a une pensée populiste par contre sur Onfray. Ah bah ça c'est clair et net par contre. Il y a une pensée populiste sur Onfray. Il y a une pensée un peu populiste, un peu moins chez Marianne. T'as une pensée populiste, je trouve, il va falloir en parler un jour, enfin faire une interview sur ça, hyper intéressant, sur le cas Vincent Lapierre qui est, je pense, chimiquement, il est très très populiste, Lapierre. Bah oui, vraiment. Mais depuis, je pense que ce gars-là est comme ça depuis qu'il était dans les faubourgs de Caracas faire sa thèse, ouais. À mon avis. Mais il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur les automédias, sur le complotisme et tout ça. Il a pris des positions assez courageuses au vu de sa position. Ah, c'est un super type, vraiment. Et je trouve que, tu vois, par exemple, on a discuté tout à l'heure pour savoir si Lapierre est de droite et de gauche, machin. Ouais. Moi je dis ça comme ça, en vrai moi je m'en fous un peu des étiquettes de gauche et de droite, mais je le dis pour la beauté de l'idée quoi. Je dis que le populisme de droite s'incarne très bien chez Lapierre, et que cette position qu'il a, c'est vers quoi la droite devrait aller plutôt que d'aller faire des vannes avec Papacito. Et c'est là où on aura une vraie droite qui aurait de la gueule, qui serait vraiment anti-impérialiste, qui serait réellement en train d'affronter un adversaire qui existe, qui est organisé, qui est constitué et qui est menaçant.
Et c'est peut-être ça aussi, il faut essayer de tirer tous un peu, et c'est pour ça que l'anti-impérialisme est un constituant assez fort, je pense, d'un peuple politique. Et c'est ce qui semble s'être passé à Cuba, à Venezuela. Peuple politique. Ce que j'appelle moi peuple, c'est ce en quoi se sont constitués les Gilets jaunes, par exemple. Les Gilets jaunes, pour moi, c'était le peuple en mouvement, qui ont décidé politiquement de se dire, mais en fait, on s'en fout que tu sois Rebeu, que tu sois machin, que tu sois Cato ou quoi, on veut le RIC, on veut une constitution nouvelle, démocratie, tout ça. Pour moi, ça, c'est le peuple quand il se met en mouvement, enfin, la masse quand elle se met en mouvement politiquement, elle devient peuple. C'est une pensée plus proche de Bégodeau que j'ai, qui critique le fait que le peuple en lui-même n'existe pas, c'est que des classes sociales, là tu peux avoir une pertinence, mais que le peuple il se crée par cristallisation dans des moments politiques très précis. Et que par exemple, si on caricature un peu, aujourd'hui on n'est qu'une masse, et que demain, si on va tous dans la rue, qu'on décide, comme ça s'est fait au Chili, au Pérou, au Mexique, etc., si vraiment on y va, là on va se constituer en tant que peuple politique, et là ça aura de la gueule. Du coup le peuple pour moi c'est l'organisation de la masse qui veut devenir une nation politique. En gros, c'est l'usage de Bégodeau qu'il y a, quoi. Ok, d'accord. Qui est assez stylé. Il y a une question aussi de... Ils aiment bien ça, les droitards, de... Et ils ont raison. La question de la force, la question de la puissance. Un Nietzsche, quoi. Ouais, dans une... Bon, Dany sera pas d'accord avec ça. Non, mais je rigole. Excuse-moi, Dany. Je pense qu'il y a des parallèles qu'on pourrait faire très rigolos entre la place de Nietzsche dans la pensée droitarde et la place de Marx dans la pensée gauchiste. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose que... Déjà, la place de Nietzsche dans la pensée de droite et de Nietzsche dans la pensée de gauche, comme tu... D'ailleurs, les meilleurs gauchistes sont les Nietzschéens de gauche, aujourd'hui. Je trouve. Bah, je suis assez d'accord, parce que moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les meilleurs des gauchistes en ce moment, c'est Dany et peut-être toi. Donc oui... Dans ce sens-là, je suis assez d'accord. Et Bégodeau. Et Bégodeau. 4 du coup, qui sont de 4 Nietzschéens notoires. Donc les droitards qui aiment bien la question de la force et la question de la puissance, et qu'ils ont raison là-dedans. Faut pas leur laisser ça. Enfin, de toute façon, faut pas être dans une confrontation avec eux de bêtes et méchantes, mais... je crois que la question d'un peuple politique, je la trouve beaucoup plus forte que la question d'un peuple ethnique. Parce que le peuple ethnique, il nécessite pas grand-chose à part être né au bon endroit, avoir la bonne gueule, avoir la bonne religion, être pas trop critique sur ça, respecter les mœurs. Le peuple politique il est beaucoup plus compliqué à construire. Il peut partir en couille dans plein de sens. Et il faut vraiment faire un énorme travail d'éducation populaire, de fou, de militants, d'aller dans la rue, de convaincre les gens, d'un truc ancré dans la réalité du pays qu'il est aujourd'hui, qui fait que c'est un projet politique qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et je trouve que par exemple, on peut créer un peuple ethnique, une nation ethnique qui soit totalement libérale, qui privatise des hôpitaux, qui soit totalement ancrée dans l'impérialisme états-unien, qui n'ont aucune conséquence écologique, qui se fait avaler par la marchandise, etc. Par contre, un peuple politique bien construit, il peut résister face à tout ça, et il peut résister face aux vrais enjeux de nos temps, qui sont ce que j'ai dit là. Donc, même d'un point de vue de force, d'un point de vue de volonté de puissance, comme ils aiment bien, je pense que celui d'un peuple politique est beaucoup plus intéressant à aller dedans, quoi. Et surtout que ça permet de s'ancrer dans le réel, quoi. Parce que c'est là où le populisme est important, parce que ça permet de partir réellement du réel. Là où les gauchistes disent toujours, oui, on part du réel, machin, mais non, ils parlent de Marx et des bouquins un peu nuls. Et non, il faut partir des gens réellement, de voir qu'est-ce qui est possible avec ça, il faut sortir dans la rue, il faut changer ses idées. Il faut convaincre les gens d'aller avec toi, il faut faire avec toutes les organisations, les pensées qui sont en circulation, et il faut faire un grand travail de remise en cause de soi-même pour savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui ancré dans la réalité des gens, de tous les jours. Ça, c'est un projet politique important. Donc c'est pour ça, il faut que les droitards deviennent des gros gauchistes, à mon avis. Mais la question du populisme, je vais revenir là-dessus, je trouve que c'est important de repréciser que le truc du populisme, c'est pas de dire le clivage gauche-droite n'est pas important, c'est de dire il faut parler à l'énorme majorité de la population. Et c'est là où on arrivera à faire des trucs intéressants. C'est pour ça que tu t'opposes au concept de clivage gauche-droite. C'est pas que je m'oppose, enfin je veux bien, en fait, personne n'a la définition de la gauche, personne n'a la définition de la droite. Il n'y a pas une entité, une table marquée... Si, il y a une définition, c'est la droite et la gauche de l'hémicycle, quoi. Mais après, voilà. La gauche de l'hémicycle. C'est qu'est-ce que... Le PCF qui est à gauche, le PS... Non, ça n'a... Il y a la gauche et la droite, ce sont des concepts qui sont personnels, qui sont intimes, qui sont morales. Et c'est cette volonté... Qui sont imaginaires. Qui sont imaginaires.
Ouais, sens d'Harariste. ça peut être j'ai pas l'air. Ça peut être une abstraction. Une abstraction, ça peut être une abstraction réelle, hein. Mais c'est relatif, quoi. Mais c'est profondément et inévitablement relatif. Et c'est puissant de dire ça, que c'est relatif. Mais le truc, c'est pas de rejeter la gauche et la droite. Le truc, c'est de dire on ne peut pas. Comme dirait Wald, il n'y a pas la place dans vos étendards pour toute ma personnalité. Je ne veux pas réduire ma pensée à un clivage en deux. Et on ne peut pas réduire la pensée politique à un clivage en deux. Je crois que derrière la gauche et la droite, en réalité, tu as cette volonté morale de dire on va cliver la politique en deux. Et quand tu dis ça à des gauchistes, je pense notamment je ne veux pas le critiquer en disant ça, qui est, je pense, sur cette question-là, à mon opposé, et qui est assez noble, je trouve, comme ennemi, comme adversaire, donc c'est cool. Comment il s'appelle ? Le Bouzeux Magazine, si vous connaissez. Je connais de nom, j'ai jamais été voir ce qu'il est. Donc le Bouzeux Magazine, qui est, je pense, qui est une pensée qui n'est pas caricaturée, encore une fois, qui est assez développée, parce que ça fait pas depuis hier qu'il fait des vidéos, donc il y a le temps de... Faut pas caricaturer le truc là. Mais qui est, je pense, à mon opposé sur ces questions-là, et que j'avais fait une vidéo sur le clivage gauche-droite, et j'avais inclus des débats qu'il avait fait avec un autre type qui se disait de droite. Et en gros, lui, sa méta, c'était de dire, mais non, la gauche et la droite, c'est en fait un méta-clivage où dedans tu as la liberté contre l'égalité, le machin. Et ce qui fait que la seule possibilité de rendre viable et de rendre concret la gauche et la droite, c'est de la rendre absolument incompréhensible pour tout le monde. C'est d'incorporer autant de subtilités qui sont pas nécessaires. Donc moi je dis, donne-moi ta définition de la gauche, mais me dis pas le mot gauche. Et là je vais te dire si je suis d'accord avec toi ou pas. Ça semble plus pertinent. Et ça semble plus ancré, encore une fois, dans la réalité du pays, parce que les politiques sont morts, enfin les partis politiques sont morts, la gauche a été tuée par Hollande, même si en vrai la gauche elle a survécu, machin. De fait, elle a été tuée par Hollande, quoi. Il faut un peu accepter. Enfin, si elle n'a pas été tuée pendant l'union des gauches de Mitterrand. Ouais, peut-être. Après, ouais, bon. Un enjeu d'historien comme ça. Mais, et puis là où je vais juste remettre en cause aussi ma pensée là-dessus, c'est que je veux pas... Bon, je vais peut-être dire de la merde. Bon, on est d'accord. Je crois que derrière le gauche et la droite, tu as aussi une volonté partisane de se dire il faut qu'on trouve la bonne ligne, qu'on la tienne et que tout le monde ait cette même ligne-là. Et dans mon approche plus populiste, je dirais plutôt que de toute façon, on n'arrivera jamais tous à se mettre d'accord sur une ligne qui est claire. C'est juste que, en fait, quand moi je parle en mode populiste sans utiliser le mot gauche, mais en faisant des idées comme ça, en fait, je parle à une certaine partie de la population que j'essaie de radicaliser. Et que Bouzeux Magazine, lui, avec son truc très à gauche, un peu chiant, lui, il prend les gauchistes et il essaie de les radicaliser. Peut-être que ça va pas dans le même sens. Mais juste que les pensées politiques, au-delà de la conceptualisation, de la vérité, de tout ce que tu veux, en réalité, c'est surtout un discours qui s'ancre sur une réalité sociale, une réalité sociologique, et que du coup, il faut penser la multiplicité de ces pensées-là, pour voir où est-ce que ça va. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de combat politique à mener, mais qu'il faut penser aussi la multiplicité, et que du coup, il n'y a pas d'incohérence à une pensée, il n'y a pas une incohérence de fait sur une pensée populiste et une pensée de gauche, ou une pensée populiste et une pensée de droite. C'est juste une approche qui est différente, qui peut être opposée, qui peut être complémentaire. Mais le fait que moi, personnellement, je choisisse une ligne plus populiste, ça ne veut pas dire pour autant que je veux que tous les gens de gauche deviennent comme moi. C'est juste que je m'ancre dans la réalité il faut un discours populiste, et un discours qui soit populiste, qui soit cool. Parce que les Gilets jaunes ont montré qu'il y avait un vrai dégagisme, et qu'avec le dégagisme, on peut faire beaucoup de choses. Ok, très bien. Alors Yohan, est-ce que tu as envie de finir sur quelque chose ? Est-ce que tu as envie de conclure sur quelque chose ? Il y a un événement qui va être important, ça va être les présidentielles. Ça va être peut-être le seul moment où, quand on va poster nos vidéos, on va peut-être pas parler à des gens qui sont d'accord avec nous, ou des gens qui sont radicalement opposés avec nous. Ce moment-là, il va être très particulier, et politiquement, il va être assez subtil, parce que tout d'un coup, il va y avoir des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne croise quasiment plus, qui vont peut-être regarder ces vidéos-là, et qui vont pouvoir du coup être influencés par ça, et on va pouvoir peut-être avoir un impact qui va être fort, nous les vidéastes. Le problème, c'est qu'on n'est pas idéologiquement préparé au fait de faire un taf de militant et pas faire un taf d'opposition affective. Si je réduis un peu nullement les choses. Et que du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à savoir comment est-ce que concrètement, on va pouvoir convaincre notre voisine de se radicaliser un petit peu, quoi. Comment on va pouvoir convaincre les gens qui sont au bar, comment on va pouvoir convaincre les gens qui travaillent à l'usine, comment est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça. Là où, par exemple, où Papacito a des vraies lettres de noblesse politique,
pour le coup, c'est sur sa manière de rendre divertissant des sujets qui sont politiques et chiants de base, quoi. Si tu prends l'idéologie pure de Papacito, c'est casse-couille, quoi. On s'en fout. Mais il arrive à avec ses blagues, avec son rythme, à le faire rentrer cool. Et je crois qu'un des gros enjeux de la famille politique qui se reconnaîtra, en tout cas dans ce que je dis, ça va être de réussir à populariser des vidéos comme ça et de se dire, un mec qui revient de l'usine, un mec qui revient du taf, de trucs de comptable trop chiant, qu'est-ce qu'il a envie de voir le soir ? Et comment est-ce que ce truc-là qu'il va regarder, comment est-ce qu'on peut l'orienter pour que ça permette de radicaliser, qu'on puisse trouver une solution politique à tout ce merdier ? Et ce taf-là, je pense qu'il a à faire. Dany Héra, je pense, c'est l'exemple le plus abouti qui existe de ça. Même Usul se penche petit à petit sur ces trucs-là. Usul qui est très loin de la caricature que les droitards en font. Et du coup, il va falloir faire un vrai travail militant, de revenir auprès des gens et d'essayer de convaincre là-dedans, de reprendre nos tracts, même si c'est des vidéos, mais de reprendre nos tracts, d'aller au marché, de distribuer, d'essayer de se remettre en question, et de ne pas faire un taf en se disant j'ai raison, mais de faire un taf en disant c'est utile. Et du coup, d'avoir une certaine un caractère humble politiquement là-dessus. Je fais quelque chose pour faire avancer le mouvement social, pour le nourrir, même si c'est pas sur les thèmes que je voulais, même si c'est pas avec les mots que je voulais, si c'est pas avec l'intensité que je voulais, bah je le fais quand même parce que c'est utile. Et ce qui est utile, c'est mieux que ce qui est juste moral. Donc bah faut y aller, quoi. Faut distribuer des tracts, que ce soit sur internet ou en vrai. Parce que peut-être finir là-dessus, c'est que je pensais à ça il y a pas longtemps, c'est le gros avantage d'une campagne présidentielle, c'est pas quand tu arrives à convaincre des militants que tu as raison. C'est quand les militants que tu convaincs sont ceux qui vont en parler dans leurs repas de famille, des repas de famille avec des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là. C'est là où tu vas vraiment t'insérer et t'infuser dans la société. Et du coup, il faut réussir à faire en sorte que les idées qu'on porte, les concepts qu'on porte, la manière dont on le fait arrive à s'insérer dans les repas de famille, que les gens en parlent et que ce soit cool. Voilà. Épineuse question du repas de famille. Ouais, mais c'est l'endroit politique par excellence. Mais le problème, c'est qu'on a refusé d'aller sur les repas de famille et les tracts de marché parce qu'on a voulu se faciliter la vie, aller sur Twitter. C'est tellement facile d'aller sur Twitter. Mais bon, c'est de la merde. Que ce soit pour la droite ou la gauche, si on reprend ce clivage-là, c'est une impasse politique. Ok. Bon, Johan, je te remercie. Bah ouais, au plaisir. Très pertinent, au plaisir. J'invite tous les spectateurs d'Altmedia à aller voir ta chaîne. Carrément, c'est trop Et bien. à la prochaine. Bah ouais, merci à vous en tout cas. Salut.